Les Pyrénées. De l'océan Atlantique à la Méditerranée, des grandes hêtraies du versant français aux sierras des contreforts espagnols, la variété des climats et des milieux a forgé un espace montagnard unique en Europe. Les Pyrénées sont riches d'une diversité extraordinaire d'espèces végétales et animales qui fait la fierté de ses habitants. Voilà de nombreuses années que nous arpentons ces territoires et que nous côtoyons les hommes et les animaux qui y vivent. Pourtant, il est un des acteurs les plus connus du bestiaire pyrénéen, qui hante la montagne, dont on parle sans cesse dans les vallées, qui alimente passions et controverses, et que nous n'avons encore jamais vu. L'ours. L'ours est le plus grand mammifère d'Europe, omnivore opportuniste dont l'alimentation est à 80% d'origine végétale. Protégé depuis 1972, il a bien failli disparaître des Pyrénées. Ses effectifs et sa zone de répartition se réduisent petit à petit, pour ne plus compter que 5 à 7 individus dans le Béarn, au milieu des années 90. Le renforcement de sa population à partir d'ours en provenance de Slovénie en 1996 et 2006 a permis d'enrayer ce déclin. On compte en 2010 une vingtaine d'ours répartis en 3 noyaux distincts sur l'ensemble du massif. De sujet passionnant, l'ours est devenu sujet passionnel. Comment la présence d'une vingtaine d'ours dans les Pyrénées peut-elle susciter autant de passions et de controverses? Animal nuisible pour certains, roi des animaux ou symbole des Pyrénées pour d'autres, quelle est la place de l'ours dans notre imaginaire? Aidés de spécialistes, nous nous sommes lancés dans une enquête depuis les Pyrénées jusqu'en Slovénie et en Italie pour mieux comprendre. Au cours de l'été 2009, nous avons eu l'occasion de sillonner les Pyrénées à la rencontre de ces populations. Dans le cadre du programme Parole d'ours, nous avons enquêté auprès de plus de 2000 personnes. Ah, c'est un bel animal. Non, moi je vous le dis, je l'ai croisé, quoi. Les traces étaient toutes fraîches dans la neige au col de l'Osc à Pâques. L'ours, il a sa place. Moi, apparemment, je ne suis pas pour l'ours. Les questions autour de l'usage du milieu entre l'ours et les différentes activités humaines est au cœur des préoccupations. Parmi celles-ci, l'une des raisons premières du refus de la présence de l'ours est en partie liée aux prédations sur les troupeaux domestiques. Pour quelle raison? Non, parce qu'il y a les brebis moutons qui sont au travail. La brebis est un animal domestique, on a domestiqué il y a très longtemps, quoi. Donc c'est quand même l'homme qui l'a introduit sur le domaine de la haute montagne, dans les conditions actuelles, quoi. Donc elle ne rentre pas à l'heure actuelle dans un écosystème de la haute montagne, donc elle se blesse par rapport au milieu naturel, et donc c'est l'homme qui l'a amenée, c'est l'homme qui doit également l'accompagner, quoi, à assurer un meilleur suivi sur les durées d'été, quoi. La position idéale, ce serait de pouvoir travailler avec un berger. Alors bon, d'une part, on embauche quelqu'un, donc ça a une valeur sociale qui est quand même très intéressante. Et l'autre côté, encore plus intéressant, si ce n'est le suivi au quotidien de notre troupeau et le travail qui sera fait avec ces bêtes, c'est également la mise en valeur et l'entretien de l'espace qu'on pourra effectivement revendiquer, puisqu'à partir du moment où il y aura une présence constante sur un troupeau, il pourra lui également gérer, quoi, la pousse de l'herbe en fonction du temps, en fonction des endroits à utiliser, à faire
faire pâturer par le troupeau. Donc effectivement, quoi, on remet, la boucle est un peu bouclée dans le sens où on remet toutes les composantes de la vraie utilisation de l'estive dans toutes ces données, quoi, qu'elles soient sociales, économiques, environnementales et en gestion du troupeau, technique pure, quoi. Bon, maintenant on va se mettre en tenue de travail. Il y a trop de passion autour. Et ce n'est pas un vrai débat, je trouve. Qu'on respecte ceux qui y sont. Bon, ils y sont, ils y sont. Bon, au début, ça a été un peu choquant parce que le montagnard a horreur qu'on lui impose quelque chose. Et puis c'est vrai que l'ours, on l'a un peu trop banalisé. Sinon, il fait partie de notre patrimoine. Je suis né, je suis de Sayang, c'est le Remajou appartient à Sanari Sayang, donc on reste dans notre... chez nous, quoi. Bon, finalement, c'est chez nous, c'est des terrains qui ne m'appartiennent pas, mais qui appartiennent à la commune, quoi. À l'époque même de mes parents, il y avait beaucoup de bergers, il y avait des bergers dans tous les coins, mais il y avait 200 moutons chacun. Et un type gagnait sa vie avec 200 moutons. Bon, c'était une autre mode de vie, mais est-ce qu'ils n'étaient pas plus heureux? Et c'est quelque chose, je pense, de vivre tranquille. Moi, je vois quand je suis là-haut, tu sais rien. T'es bien, quoi. Je ne suis pas pour l'ours. Qu'il y ait des ours qui se restent tranquilles, je m'en fous. On estime la population d'ovins dans les Pyrénées à peu près 570 000 ovins dans les Pyrénées. Je crois que c'est 100 000 bovins. Les pertes liées à l'ours dans tout ce cheptel-là varient entre 150 et 300. Quand je parle de 300, ce sont les bêtes qui ont été vraiment indemnisées au titre du préjudice causé par l'ours. Et 300, c'est la fourchette la plus haute. Lorsque j'ai fait une première longue période de terrain dans les montagnes, je me suis rendu compte que très souvent, il y avait un acteur du territoire dont on ne parlait jamais, qui était un acteur qui pourtant faisait énormément de dégâts, mais autour duquel il y avait un silence qui était vraiment visiblement volontairement maintenu. Cet acteur, qui était un chien, donc un animal domestique, en fait, ce chien pouvait tout à fait divaguer dans les montagnes, en général en meute. L'ours aussi, peut-être qu'il porte des fois des responsabilités. Parce qu'un chien peut faire autant de dégâts qu'un ours. Mais seulement si c'est un chien. Je crois que le silence autour de ces chiens divagants, ou plutôt de leur prédation, elle a à voir avec le fait que ça illustre clairement un échec de la domestication humaine. Donc on n'est jamais très très fier d'avoir un chien qui est censé être un auxiliaire de l'homme et qui peut tout d'un coup se retourner et devenir un ennemi de l'homme. Alors qu'on voit bien que l'ours, lui, on sait que c'est un animal qui est potentiellement dangereux pour les troupeaux, puisque le sauvage est quelque chose qui ne se prévoit pas. On peut penser effectivement qu'une population ursine sur le massif ne peut pas remettre en cause à elle seule l'avenir de l'agriculture de haute montagne et même l'agriculture telle qu'elle est présente aujourd'hui dans nos vallées. À mon avis, non. Moi, ça ne peut pas aller ensemble. Maintenant, bon, comme je vous dis, avec les jeunes bergers, peut-être que oui, ils vont dire oui. Bon. Ils n'ont peut-être pas tort. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, moi non plus, de ne pas les vouloir. Mais moi, non, moi, j'en veux pas. J'en veux pas parce que... La perte des brebis liée à l'ours et la contrainte supplémentaire que cela représente ne peuvent expliquer à elles seules l'opposition à la présence du plantigrade. Il y a donc d'autres enjeux.
une des raisons de l'opposition à l'ours relève de la part des éleveurs d'une opposition plus générale au multi-usage. C'est-à-dire que les éleveurs se voient comme les seuls usagers légitimes de la montagne. Avec la déprise agricole et l'attrait touristique du massif, les Pyrénées ont vu s'installer des populations néo-rurales, résidentes principales ou secondaires. La part de l'économie pastorale tend à diminuer d'année en année, au profit de celle des services et du tourisme. Vous avez vu l'ours? Je ne l'ai jamais vu. J'ai jamais vu l'ours. Je connais un homme qui l'a vu. Face à face, il était derrière un buisson. Mais les mecs, ils sont prêts à payer pour aller voir une crotte d'ours, un truc, ils sont prêts à payer. Donc ça fait des guides de montagne, ça fait des guides de randonnée, ça fait des mecs comme moi qui vivent de la restauration, ça fait de l'hôtellerie, ça fait des médecins, des mécanos, ça fait tout. En ce qui concerne les loisirs, les enjeux du partage de l'espace avec l'ours se jouent essentiellement sur les activités de pleine nature, telles que la randonnée, la pêche et la chasse. Les chasseurs sont les seuls usagers de l'espace montagnard qui peuvent avoir un impact direct sur la population d'ours. Donc la commune de Melle, c'est quoi? C'est à peu près une centaine d'habitants qui vivent à l'année. Un territoire qui s'étend sur environ 5000 hectares. On commence à altitude de 500 mètres au niveau de la douane et on arrive au point culminant le Crabère à 2639 mètres. Nous, dans la commune, notre attitude, lorsqu'on fait une battue, on essaye de se renseigner. Je demande à chaque administrateur pour siéger au conseil d'administration d'organiser au moins une fois par an une battue. Tout simplement parce que lorsque l'on veut diriger quelque chose, la meilleure façon de le faire, de le savoir, c'est de le faire. Donc certains présidents de directeurs de battue appellent pour savoir la présence de l'ours. Si jamais on a avéré qu'il y a une présence forte, on a 5000 hectares, donc on est capable de déplacer la battue. Mais l'activité principale, c'est la chasse. L'ours vient en complicité et ne doit en aucun cas nuire à notre activité. D'autres acteurs font un usage professionnel de la montagne et ont un impact sur la gestion du milieu, notamment par l'exploitation forestière. La mission que l'État a confiée à l'Office des forêts, c'est donc de gérer la forêt publique française, qui est donc les forêts domaniales, forêts communales, et d'assurer le renouvellement des forêts. Les éleveurs utilisaient les espaces donc supraforestiers. Les cultivateurs, ou les éleveurs qui faisaient leur foin, le fond de vallée, mais des versants entiers, surtout dans les endroits les plus rudes, les plus escarpés, ont été très peu, ont été fréquentés parce que les gens passaient dedans, mais ont été très peu utilisés. Et c'est là que se réfugie cette biodiversité pyrénéenne, qui est représentée donc par les espèces phares, que sont le grand tétras, le picado blanc, la chouette de Tegmalm et l'ours brun, qui lui, forcément, a retrouvé ces refuges-là, puisque c'était les endroits les moins fréquentés. Si on trouve en forêt une ours avec son ourson, à ce moment-là, on met fin à tous travaux, on recommande, on boucle un périmètre en quelque sorte. Après, pour ce qui est de la population donc des mâles ou des femelles non suitées, on n'a plus de recommandations très particulières, puisque nous, Office national des forêts, nous ne gérons qu'un tout petit bout de l'espace. Au-delà des usages, ces différents acteurs ne portent peut-être pas le même regard sur leur environnement naturel. N'y aurait-il pas notamment différentes façons d'envisager le monde sauvage? Sauvage, ça vient de silva, la forêt.
Et sauvage, ce qui relève de la forêt, où vivent des bêtes sauvages, où vivent bien évidemment des espèces végétales non cultivées, où se réfugient les hors-la-loi, etc. Donc c'était tout un imaginaire très ancien, qui est encore une fois lié à la colonisation romaine. Et tout ça est évidemment propre à l'Occident et ne se retrouve pas dans d'autres régions du monde. L'opposition entre un sauvage qui n'aurait jamais été transformé par l'homme et un univers domestique n'a même pas de sens d'un point de vue technique, scientifique, si vous voulez. On sait maintenant qu'il n'y a pratiquement pas d'endroit dans le monde qui ne soit pas anthropisé, qui n'ait pas été profondément transformé par la marque de l'homme, y compris l'Amazonie. On se rend compte que dans une représentation traditionnelle du sauvage, on a surtout affaire à un couple d'opposition qui se construit autour de utile, pas utile, utile, nuisible. Donc ce qui me sert, c'est le domestique. Ce que je vais domestiquer, c'est ce qui va me servir, ce qui va m'être utile. Ce qui est sauvage, c'est par définition ce qui ne m'est pas utile, ou alors ce que je vais capturer, tuer, pour pouvoir me nourrir. Dans cette histoire de la nature en Europe, il y a une période qui a constitué une rupture. C'est le 19e siècle, en ce sens que l'industrialisation croissante a fait prendre conscience aux élites, notamment aux élites urbaines, d'une transformation d'un environnement complètement façonné, encore une fois, auquel elles étaient habituées. C'est très très manifeste au 19e siècle, dans la peinture, dans l'art des jardins, et dans la volonté de commencer à préserver contre les atteintes et la destruction d'une industrialisation massive, certaines portions de l'environnement. Et c'est comme ça que naissent les premiers parcs naturels. C'est en particulier le premier aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Et c'est le modèle, si vous voulez, d'une nature vierge. On voit apparaître une autre forme de sauvage, une autre culture de sauvage, qui est un sauvage qu'on va commencer à gérer, à marquer, qu'on va pister, qu'on va étudier, auquel on va attribuer des parrains, des marraines, comme ça a été le cas des ours des Pyrénées. Et donc, ce sauvage, on le singularise, on en fait un individu très anthropomorphisé, on en parle en tant que personne, un sujet. Et donc, ce sauvage, maintenant, voit toute une cohorte de scientifiques qui s'en occupent, qui vont le pister, qui vont chercher ses crottes, ses poils, qui le traquent et qui essaient d'avoir énormément d'informations sur lui. On est maintenant dans une nouvelle culture du sauvage qu'on ne connaissait pas il y a encore 50 ans. La présence de l'ours, quand on est dans une forêt qui est fréquentée par l'ours, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Et ça met un peu de piment. Si on a l'occasion dans les Pyrénées de croiser une trace d'ours, et des fois on a même la chance de croiser une trace d'ours qui croise elle-même une trace de grand tétras, ça c'est les vraies Pyrénées. L'ours pourrait donc être, pour une partie des usagers de la montagne, le symbole d'une nature sauvage, alors que pour d'autres, il s'oppose à la maîtrise de l'espace. Mais en plus, la perception de l'ours a évolué au cours de l'histoire. Le roi des Pyrénées. L'ultime sauvage dans ce cas-là. L'ultime sauvage, On dirait plutôt le roi des animaux. Et il se trouve que le culte de l'ours était le plus prégnant au Moyen-Âge, bien avant le lion. Donc
ça a gêné l'Église, ça. Et alors, il y avait plusieurs façons de lutter. En le chassant, en l'exterminant, ou alors en le réduisant à un rôle pitoyable de la bête qu'on montre, qu'on exhibe, qui fait rire, dont le public se gosse. Dans le temps, il est passé dans les écoles même, l'ours. Mais le vrai ours? En laisse, le vrai. J'étonne toujours les gens qui ne me connaissent pas en disant que j'ai eu un grand-père et un grand-oncle qui montraient l'ours. Ils partaient à pied avec l'ours, à deux, de village en village, et jusqu'à Bordeaux, ou plus haut, jusqu'à Liverpool, jusqu'en Angleterre. Et que de là, ils étaient partis en Amérique. Le rapport homme-bête dans la montre de l'ours est extraordinaire. Ils vivaient l'un de l'autre, l'un par l'autre. Après tout, faut-il être tellement fier d'avoir réduit ce bel animal qui est si beau dans la nature, qui est si fort, si puissant, qui est à un état de marionnette un peu ridicule. Oui. À la même période, d'autres hommes parcourent la montagne pour se confronter à l'ours. Mais d'une autre façon. C'est la dernière époque de la chasse à l'ours dans les Pyrénées. Cet ours est représenté comme un ennemi honorable, louable. Quand on part à la chasse à l'ours, on part pour un corps à corps. Un chasseur qui a tué l'ours, c'est un alpiniste qui a gravi l'Himalaya, quoi. Hein. Alors maintenant, c'est un peu plus calme parce qu'on en parle un petit peu moins. Mais tant que la chasse à l'ours n'était pas trop secrète, si on peut dire, c'était quelque chose de très très important. D'autant plus qu'il y avait une réalité, c'est-à-dire qu'avec les pétoires de dans le temps, pour péter un ours, il fallait en avoir. Hein. Donc il n'est pas du tout question de tuer un nuisible, il n'est pas question de tuer un animal bon à abattre, mais au contraire de tuer un animal, et cette mise à mort va donner un statut particulièrement prestigieux aux chasseurs. Donc en Pyrénées, effectivement, je veux dire, les tueries d'ours étaient des tueries dont les chasseurs pouvaient effectivement retirer beaucoup de glorioles. Au début des années 60, la nouvelle culture du sauvage fait son apparition en France. Et en une génération, le statut du chasseur d'ours va changer. Je fais partie de cette génération qui a vu les derniers ours morts tués légalement dans les dernières battues légales. Et je me souviens du dernier ours, du seul, que j'ai vu dans les années 60, exposé devant l'hôtel. J'avais 4 ans. C'est un moment inoubliable, mais de grande tristesse, quoi. Cet animal superbe, là, étendu sur 2 chaises. Ouais, c'était un triste trophée. Et après, tu as plein de témoignages de bergers comme ça, quand ils te disent, voilà, mais c'était infernal, là, quand on était à Pan, là, on était 5 bergers, on était obligés de se relayer autour du feu toute la nuit, mais ils nous baisaient toujours la gueule. Il nous baissait toujours la gueule. Ça veut dire qu'il était plus intelligent que nous. Hein? Et dans une société agricole, rurale, forestière, donc il y a tout un tas de bestiaux autour d'eux, effectivement, l'ours, il a une place à part. Alors, il a une place à part parce qu'il est très intelligent, donc il fait objectivement des choses que d'autres animaux, un chien ou autre, ne va pas faire. Donc, quelqu'un qui fait des choses plus intelligentes que les autres animaux, ben, c'est pas un animal, ça peut être qu'un homme déguisé ou un homme transformé, etc., comme dans tous les mythes. Et ça, je crois que ça a été très fort, cette idée que l'ours, il était plus intelligent que nous, ou aussi intelligent que nous, ou c'était un homme. L'ours, dans le bestiaire pyrénéen, semble tenir une place particulière, renforcé par une ambivalence entre son caractère de protecteur et d'agresseur potentiel. On a également
de façon plus contemporaine, cette fois, des constructions de figures de l'ours qu'on voit apparaître, qui sont soit du côté de l'ours un teddy-bear, un animal protecteur des enfants, où effectivement on donne des nounours aux enfants pour en général leur faire passer la peur du loup. À l'époque où se promenaient des montreurs d'ours dans les villages, on n'hésitait pas à faire monter sur le dos de l'ours ou des gens qui avaient des maladies de peau, ou des gens qui avaient des crises d'épilepsie, ou des gens qui avaient peur du loup. Et on disait qu'effectivement, monter sur le dos de l'ours faisait passer la peur du loup. Donc ça a toujours été un animal représenté comme une figure de protection contre un plus nuisible, un plus dangereux que l'ours. Il faut se méfier. Faut se méfier. C'est dangereux. Un ours. Il peut être dangereux. Il peut être dangereux. Moi, je suis tout à fait en haut du camping, à la lisière du bois. Et là, on n'est pas du tout sécurisé, on n'a même pas un grillage ou un barbelé. Alors là, je vous dis honnêtement, l'hiver, nous, on crève de frousse. Les ours dans les Pyrénées ne sont pas dangereux pour les hommes. Il y a eu parfois quelques accidents de chasse très rares, surtout au XIXe siècle, mais dans l'ensemble, dans les Pyrénées, je ne parle pas dans le monde, dans les Pyrénées, c'est un animal qui n'a pas causé beaucoup d'accidents ou de morts envers des humains. Ce qui n'est pas le cas des sangliers, des cervidés, qui tous les ans tuent plusieurs dizaines de personnes. L'ours est parfois le roi des animaux, l'animal diabolique à ridiculiser, ou encore l'alter ego de l'homme, son protecteur ou son agresseur. Toutes ces images se retrouvent dans un événement traditionnel annuel aux confins des Pyrénées-Orientales, la fête de l'ours. Cette fête rejoue l'histoire de Jean de l'Ours. La plus ancienne évocation de ce rite remonte au XVe siècle. La sortie de tanière de l'ours au début du mois de février marque la renaissance de la vie et la fécondité. L'ours, homme déguisé et grimé, descend dans le village à la recherche d'une compagne qu'il mâchure de noir pour la rendre féconde. Ça représente de faire perdurer la tradition dans le village. Aussi, ça représente une certaine fierté à représenter le village. Et puis, bon, ici, là, de faire participer tout le monde, d'être là tous à la fête. Et mes copains se foutent de moi, mais non. Voilà, il y a ça aussi, ça fait partie du jeu. Non, et puis c'est quand même une fierté parce que tout le monde ne peut pas faire l'ours. Ouais. Tout le monde n'aura pas l'occasion de faire l'ours, donc je prends ça à cœur et j'essaie de m'appliquer pour le faire. Voilà. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est ancré en nous, hein, ça, le carnaval, c'est plus important que tout. Hein. Plus important que mon anniversaire, plus important que le 14 juillet. Pour nous, c'est la fête nationale du village, en fait. Quoi. S'il n'y aurait plus ça, on a tout perdu. Quoi. Il faut que ça continue à durer, il faut que dans 100 ans, on dise il y a eu l'ours à Prat. Voilà, c'est quelque chose qui est ancré en nous, dans notre cœur, et il faut que ça dure le plus longtemps possible. Quoi. La fête de l'ours donne une alternative à la vie sociale moderne qui est suffisamment attractive pour que les gens du village se réfugient dans des valeurs traditionnelles et dans leur culture du terroir, qui leur donne toutes les satisfactions du genre « avant c'était mieux ». Alors on a ça lorsque vous demandez à des personnes des justifications. Pourquoi ils font ceci, pourquoi ils font cela. Rapidement, ils vont vous dire « je le fais parce que ça se faisait comme ça l'an dernier ». Et pourquoi ça se faisait comme ça l'an dernier? Parce que ça s'est toujours fait. Et pourquoi c'est toujours fait? Parce que mon père m'a dit que ça se faisait. Bon, maintenant, il y a des trucs qui ont changé, mais enfin, on va essayer de le refaire. Donc la justification, elle est tautologique, elle est bouclée sur elle-même. Et donc, ça veut dire que devant les inconnus et les difficultés de la modernité, de la vie
moderne en général, on a une valeur culturelle refuge locale qui est très forte et qui permet de se ressourcer et de rentrer en harmonie avec ceux qui a fait la vie de l'histoire locale depuis des années. Et c'est ce sentiment d'appartenance et de tradition qui prend le dessus sur le reste. Comme l'ours est un excellent support, ça se fait autour de l'ours, ça pourrait se faire sur d'autres thèmes, mais peut-être avec moins de force. Les traditions, c'est les traditions. Il ne faut pas perdre les traditions. Voilà. Après, de remettre des ours aussi, c'est autre chose. Hein. C'est vrai qu'à l'actualité, aujourd'hui, on parle beaucoup de la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées, mais c'est vrai que bon, nous, ici, l'ours, il n'y en a plus, il n'y a plus d'ours, malheureusement. Ou heureusement, moi je suis agriculteur, donc ça ne me gêne pas qu'il n'y en ait plus, mais c'est vrai que c'est deux choses complètement différentes. Quoi. Enfin, c'est pas pour rien si c'est là, c'est parce que l'ours, c'est l'emblème des Pyrénées, et si l'ours venait à disparaître, bien sûr que la fête, elle serait toujours là, mais elle n'aurait plus le même sens, ça c'est certain. C'est certain. Le rasage représente une humanisation de l'animal, que l'on va débarrasser de toute cette noirceur, symbole de sauvage. Une fois cet ours rasé, on va pouvoir en faire un homme que l'on va marier à une fille du village. Un ours qui va être humanisé, désensauvagé et qui va d'une certaine façon représenter l'autre de l'homme dans un monde sauvage. La fête se termine par la danse de l'ours avec cette jeune femme. Cet ours est là pour signifier notre alter ego, dans un monde différent du nôtre, mais le plus semblable des différents. Quand on compare tous les animaux, le meilleur candidat à jouer ce rôle, c'est l'ours, parce qu'il a plein d'atouts que les autres n'ont pas. Si vous prenez le loup, il va en bande. Donc il va en bande. Du moment qu'il va en bande, c'est qu'il semble moins fort, tandis que l'ours, il est solitaire. De plus, un ours ressemble à un homme. Quand vous dépouillez un ours et vous le mettez en position verticale, on pourrait se demander si ce n'est pas un homme. Et il a le fait surtout qu'il soit bien entendu plantigrade et qu'il se tienne debout, etc. Donc il est au sommet de la chaîne des prédateurs, il est réputé fort, il est réputé ressembler à un homme. Il y a plein d'autres attributs qu'on lui donne, lui faisant une similitude avec l'humain. Et ces caractéristiques anthropomorphiques qu'il dispose en font le candidat idéal pour jouer ce rôle. En plus de ses qualités, je dirais, anthropomorphique, il a aussi une présence effective dans tout l'hémisphère nord. Et vous trouvez des fêtes de l'ours, des cultes de l'ours modernes, on dira, ou des manifestations autour de l'ours, dans tout l'hémisphère nord, particulièrement dans les endroits où il y a pu y avoir, évidemment, des vrais ours, comme les Pyrénées, etc. Dans les Pyrénées, le partage du territoire, les différents regards portés par les acteurs sur un même environnement, les figures multiples de l'ours à travers l'histoire et dans la société, viennent éclairer les divers points de vue. Et ailleurs, comment cela se passe-t-il? Nous nous sommes rendus en Slovénie, terre d'origine des ours, réintroduits dans les Pyrénées. La Slovénie couvre une superficie de 20 000 km², soit l'équivalent du massif pyrénéen, et culmine à 2864 mètres d'altitude. Le pays compte 2 millions d'habitants. La population d'ours, estimée entre 450 à 500 individus, occupe les 2/3 du territoire. La plus forte concentration se situe au sud-ouest, dans la région de Kočevje, avec une densité d'environ 1 ours pour 10 km², soit une densité 33 fois supérieure à celle des Pyrénées. Ici en Slovénie, nous avons des ours et d'autres prédateurs. Sur notre ferme, nous possédons 40 chèvres, 10 cochons, 4 chevaux et 10 vaches. Nous essayons de vendre toute notre production à la ferme ou sur les marchés. Le troupeau reste ici durant l'hiver. Après, nous montons tous les animaux dans les montagnes et là, nous avons plus de problèmes d'attaque. J'ai eu une prédation d'ours. Il y a 5 ans de cela, je n'avais pas de chien de protection à l'époque.
Il est relativement facile de se protéger de l'ours, comparativement au loup. Il suffit d'avoir des clôtures électriques bien installées et avec une bonne puissance. Notre travail est basé sur le fait de vivre avec les prédateurs plutôt que de les combattre. L'ours est un omnivore, donc il mange de tout, mais c'est aussi une espèce opportuniste. Il mange donc ce qu'il peut trouver. Ces dernières années, nous avons entre 300 et 800 dommages répertoriés. Et cela porte essentiellement sur les champs, les récoltes céréalières et les vergers. Si la saison de fructification des arbres forestiers comme le hêtre, le châtaignier et le chêne est bonne, l'ours ne créera pas beaucoup de dommages sur les champs de maïs, les vergers ou les potagers. This is one way. On the other way, we have, let's say, En plus de cela, chaque année, nous avons en moyenne entre 300 et 400 moutons tués par l'ours. Je pense qu'il n'y a pas de différence de régime alimentaire entre l'ours dans les Pyrénées ou en Slovénie. Les gens sont fiers d'avoir des ours ici en Slovénie. Ce n'est pas seulement un patrimoine naturel, c'est aussi un patrimoine culturel. L'ours représente quelque chose de spécial. Depuis les temps anciens, il représente un animal bon. Pour découvrir comment les habitants de Kočevje cohabitent avec les ours, nous nous sommes rendus un dimanche dans les montagnes qui surplombent la ville, à la rencontre des randonneurs locaux. Il y a beaucoup d'ours par ici. Mon père était forestier, donc la forêt et la nature me sont assez familiers. Je vais en forêt 2 fois par semaine depuis près de 45 ans et je n'ai vu que 2 fois des ours dans toute ma vie. C'est une aventure pour moi de voir un ours. Je suis heureux de pouvoir voir un ours dans la nature. Si vous voyez des oursons, vous devez attendre ou faire demi-tour. C'est le seul cas potentiel d'attaque par la mer. À ce que je sais, en 40 ans, ce n'est arrivé que 2 fois dans toute la zone que quelqu'un se retrouve dans cette situation. Je viens de marcher durant 1 heure à travers la forêt. Je suis certain qu'il y avait au moins 2 ou 3 ours à moins de 300 mètres autour. Ils ont dû m'entendre et ils sont partis. Ils ne m'ont rien fait. Si on parle de cette histoire des ours avec les Français, les 5 ours réintroduits, on en a entendu parler bien sûr à la télévision. Eh bien, on ne parvient pas à croire à cette peur, à ce que les gens pensent à propos des ours. Pourtant, c'est la nature. Le problème, c'est peut-être qu'il n'y a eu que 5 ours. Dans la région de Kočevje, où l'ours est présent, il est une figure patrimoniale
et il semble être intégré à la vie des Slovènes. Nous prolongeons notre enquête jusqu'en Italie, dans la zone du parc national des Abruzzes, une région pastorale et touristique. Situé à 150 km de Rome, le parc national des Abruzzes s'étend sur 100 000 hectares, soit l'équivalent d'environ 4 cantons pyrénéens. Il abrite une population d'une 50aine d'ours et de nombreux grands mammifères tels que le cerf, le sanglier et le loup. C'est un paysage de moyenne montagne, alternant estives et grandes hêtraies. Le siège du parc, ainsi qu'une station de ski, sont situés dans le village de Pescaceroli. L'ensemble du territoire est fréquenté par 2 millions de visiteurs par an et a su maintenir une activité agro-pastorale. Dans notre ferme, nous avons à peu près 1500 moutons, 70 chèvres et quelques vaches. Nous sommes 30 personnes à travailler sur l'exploitation agricole et nous avons une ferme auberge où nous servons notre viande et nos fromages, des produits de qualité. Les problèmes qui peuvent subvenir, c'est d'être attaqué par des animaux sauvages. Mais comme chez nous, depuis toujours, la nature est bien faite. Il y a la chèvre, l'animal sauvage et le chien. Nous avons nos chiens de berger des Abruzzes qui protègent les troupeaux. Tous les jours, la possibilité de rencontrer l'ours existe, mais je n'ai pas peur. Pourquoi avoir peur? L'ours marsicain n'est pas un animal agressif. D'aussi loin que je me souvienne, on n'a jamais entendu dire qu'un ours avait attaqué un homme ou tué un homme, ou qu'il l'ait agressé, du moins chez nous. O che un orso abbia aggredito un uomo, perlomeno da noi, da mente umana. Avevo iniziato a finire così e lo sai che gli avevi detto? Che avevi detto che eri laureata in filosofia. Da noi più che altro qualche commerciante, qualche produttore di dolci. Nous avons des commerçants qui, grâce à l'ours et au parc national, réussissent à commercialiser leurs produits avec l'étiquette du parc et de l'ours. Riesce a commercializzare il suo prodotto con... Il y a notamment un pâtissier qui a une spécialité qui s'appelle le pain de l'ours. Addirittura c'è un dolce che si chiama pan dell'orso. Espérons qu'ils ne disparaîtront pas. Personnellement, ils ne me gênent pas et je ne pense pas qu'ils gênent quiconque. Espérons qu'ils ne disparaîtront pas. C'est le désir de tous. Quella macchia, quella cosa più chiara. A parte che l'orso è un animale molto bénévole, nel senso che non attacca l'uomo. L'ours est un animal bienveillant qui n'attaque pas l'homme. Nous venons de Naples chaque fin de semaine dans l'espoir de le voir. Ogni fine settimana a caccia, insomma, dell'orso. L'orso è la natura incontaminata. L'ours symbolise la nature préservée, ce que l'homme n'a pas encore détruit. Distruggere praticamente.
tutti. Era un animale molto potente, ma sempre molto misterioso. C'est un animal très puissant, mais toujours mystérieux. L'ours est aussi très solitaire. Il y avait donc de nombreuses histoires, comme les bergers qui racontaient qu'ils l'avaient vu, ou encore les bûcherons aussi le rencontraient souvent. Mais ce n'était pas aussi simple de le voir, même pour ceux nés ici. Il y a donc toujours eu des légendes autour de l'ours. Ils sont si rares que ce n'est pas facile de les voir. È davvero non facile vederli. Per esempio è una cosa molto curiosa, ma qui non sono mai nati movimenti contro l'orso. Et une chose curieuse, ici, aucun mouvement contre l'ours n'est jamais né. Il n'y en a jamais eu, ni par le passé, ni aujourd'hui. Si on pense au problème de l'ours dans le Trentin, de l'ours en Suisse ou en Bavière, on a l'impression qu'il s'agit d'animaux préhistoriques. Ici, il n'y a jamais eu ce phénomène. Nous avons plutôt un problème avec les loups, jamais avec les ours, même auprès de l'opinion publique et des locaux. Nell'opinione pubblica della nostra gente. Come si fa a conciliare la modernità e l'orso? Comment faire pour concilier la modernité et l'ours, là où la modernité signifie qu'il n'y a plus de bergers, d'agriculteurs ni de maïs? L'orso trovava per esempio in agosto centinaia di ettari di granturco. Le maïs est fondamental pour l'ours. Fondamentale per gli orsi. Adesso non ci sta più nulla di questo. Il problema è Le problème est comment faire survivre les ours sans les chèvres et sans les champs. C'est ça le problème. Questo è il problema. This is the problem. Il apparaît qu'en Europe, la présence des ours a toujours été liée à celle des hommes. L'enjeu actuel est de maintenir les liens bénéfiques entre les activités agricoles, la montagne et l'ours. Lorsqu'on peut observer l'ours facilement, les hommes projettent sur lui des images moins mystérieuses et sa présence en trouve normalisée. Dans les Pyrénées, les observations d'ours étant rares, elles créent une curiosité. L'homme qui a vu l'ours. À 6h moins le quart du matin, dans la Combe, en face de moi, en plein découvert, là je vois Vala arriver avec 2 oursons. Donc là, le sentiment que j'ai, spontanément, il est plutôt de me dire que personne ne va me croire. Plus que de me satisfaire de ce que je vois. Sentiment complètement ridicule, mais pourtant c'est la réalité. Donc ce que j'ai vu, en fait, c'est Vala qui marche tranquillement au milieu de la pelouse sur une pente relativement inclinée. Et les oursons qui courent derrière elle, qui la devancent, qui l'attendent. Elle continue à avancer vers eux sans trop se préoccuper de leur présence. Et eux, un petit peu comme quand on va se balader en montagne avec un chien qui court un peu dans tous les sens. Et voilà, les oursons ils faisaient un peu pareil. Elle a traversé une bande de forêt dans laquelle elle disparaît. Et juste après, il y a une clairière. Donc là, j'observais la clairière en me disant, je vais la voir ressortir. Et à ma grande surprise, c'est certainement l'autre ours que j'avais vu la veille au soir qui sort en courant de cette clairière, qui descend dans la clairière. C'est un endroit qui est très incliné. Et qui regarde vers le haut, et en haut de la clairière, Vala sort avec les 2 oursons, sort des sapins. Un sentiment un peu bizarre de cette observation, où simultanément dans les jumelles j'observe 4 ours. Vision quand même extraordinaire et que je souhaite à beaucoup de gens qui s'intéressent à cet animal, et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Un éleveur, un berger, un écolo, chacun, on est sur un empilement d'images, empilement de représentations.
Et il y en a qui sont plus ou moins fortes, plus ou moins dominantes. On n'est que sur des empilements de représentations et c'est l'espèce de sauce qu'on se fait entre ces empilements qui vont donner une position ou une opinion dominante. L'ours, c'est une part de notre imaginaire, c'est une part de notre liberté, c'est une part de notre patrimoine. Mais pour certains d'entre nous. Et on peut très bien comprendre que pour d'autres, ce soit une part négative de leur imaginaire, de leurs images. Mais si je parle de moi, effectivement, pour moi, l'ours, c'est une part considérable de mon imaginaire et de ma liberté. Les différents regards que nous portons sur l'ours sont d'autant d'interprétations et d'imaginaires que nous projetons sur lui. Le partage de l'usage du territoire est notamment le fruit de différentes conceptions de notre environnement. En Europe, les hommes et les ours ont partagé depuis toujours une longue histoire commune, qui ne perdure aujourd'hui que dans quelques massifs montagneux. Cette histoire peut continuer. Elle dépend des hommes et non des ours.